160 km/h. Ah oui, c'est extrêmement rapide. Très rapide, oui. C'est la vitesse à laquelle une masse de muscles et de plumes de plusieurs kilos vous tombe dessus. Enfin, tombe sur sa proie plutôt. Oui, heureusement. Et tout ça sans faire le moindre bruit, après avoir repéré sa cible depuis une altitude où l'oiseau était littéralement invisible à l'œil nu. C'est le prédateur furtif par excellence. Bon, décortiquons un peu ça. On a tous en tête cette image classique, un peu cliché, tu sais, du roi des oiseaux perché sur sa branche. L'image d'Épinal, oui. Voilà. Mais quand on se penche sur la mécanique pure de l'aigle, on ne regarde plus un simple animal de carte postale. Pour quiconque écoute cette analyse détaillée aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts, enfin que tout le monde est prêt, parce qu'on regarde un véritable miracle d'ingénierie prédatrice. C'est exactement le prisme sous lequel il faut l'aborder, l'ingénierie. C'est le mot parfait. Oui, parce qu'on a souvent tendance à analyser cet animal uniquement sous l'angle de la majesté ou de l'élégance. Mais cette élégance apparente n'est en fait que le sous-produit d'une redoutable optimisation biologique. Une machine de guerre naturelle en somme. Absolument. Chaque millimètre de ce prédateur a été impitoyablement sculpté par la pression de l'évolution pour un seul et unique but, dominer la chaîne alimentaire depuis les airs. Et tout ça en gérant une contrainte énergétique massive. Et c'est justement tout l'enjeu de notre plongée d'aujourd'hui. L'idée, c'est de comprendre très concrètement comment cette machine biologique fonctionne, pièce par pièce. C'est un programme chargé. Carrément. Puis on explorera comment, par un étrange effet de miroir psychologique, cet hyperprédateur est devenu le symbole humain ultime de la liberté et du pouvoir. Un symbole qu'on retrouve partout, oui. Mais pour comprendre cette machine, il faut commencer par son système de guidage, sa vue. J'ai vu passer ce chiffre vertigineux en préparant nos sources, la capacité de repérer une souris à plusieurs milliers de pieds d'altitude. C'est un chiffre qui donne le vertige. Mais physiquement, comment le cerveau et l'œil gèrent-ils une telle résolution? Un œil humain n'en est même pas proche, si, hein? Pas du tout. L'œil humain il est généraliste, il fait un peu de tout de manière moyenne. L'œil de l'aigle, lui, c'est un télescope de très haute définition couplé à un processeur analytique. Un processeur, genre un ordinateur intégré? Un peu, oui. Si on dissèque la rétine de cet oiseau, la densité des cellules réceptrices de lumière est tout bonnement astronomique. Ah oui. Il y a la fovea, c'est la zone de l'œil qui gère la netteté, qui est beaucoup plus profonde chez eux. Ce qui est fascinant ici, c'est un détail souvent mal compris par le grand public. Lequel? Ce n'est pas juste une question de zoomer sur une image, comme on le ferait avec un appareil photo. Ah bon? C'est pourtant exactement l'image que je m'en faisais. Le fameux effet drone militaire, tu vois. Ah. Avec l'écran qui zoome. Voilà, avec la cible qui s'agrandit au milieu d'un réticule. C'est une belle image, mais la réalité est beaucoup plus extraterrestre que ça en fait. Cet œil perçoit une gamme de couleurs beaucoup plus vaste que la nôtre, y compris les ultraviolets. Attends, les ultraviolets? Oui. Et pourquoi c'est crucial la guerre? Parce que de petits rongeurs, comme les campagnols, laissent des traces d'urine sur le sol. Et cette urine reflète les ultraviolets. Attends, t'es en train de me dire que l'aigle voit les traces d'urine en surbrillance ultraviolette depuis le ciel? Exactement. Il ne cherche pas forcément la souris au hasard dans les herbes. Il voit littéralement une autoroute lumineuse au sol qui lui indique les zones de fort passage. C'est complètement fou. C'est de la triche à ce niveau-là. C'est l'évolution. Cette capacité modifie totalement sa perception de l'espace. Pour nous, un territoire, c'est une carte en 2 dimensions. Pour lui, c'est un volume tridimensionnel, rempli de données thermiques et de pistes lumineuses invisibles pour nous. Une vraie carte holographique, en fait. C'est ça. Et cette perception en volume est la clé de voûte de l'autre grand aspect de son ingénierie, sa façon de se déplacer dans ce volume. Le fameux vol plané. Et là, j'avais un vrai biais cognitif avant de lire mes documents. C'est-à-dire, Quand on voit un aigle planer majestueusement sans battre des ailes, on se dit naïvement « quelle puissance, il domine les vents !» la vision romantique de la chose. Exactement. Mais en lisant de plus près, j'ai réalisé que battre des ailes, c'est précisément ce qu'il essaie d'éviter à tout prix pour ne pas mourir, non? Totalement. C'est une question de thermodynamique pure. Un oiseau de cette envergure possède un métabolisme qui brûle une énergie phénoménale. Donc chaque mouvement coûte cher. Très cher. S'il devait battre des ailes en continu, comme un moineau ou un pigeon, pour maintenir ses 5 ou 6 kilos en l'air, il mourrait d'épuisement avant même d'avoir attrapé sa première proie. Ah oui, carrément. L'évolution a donc fait de lui un maître du vol à voile. Donc le vol plané, c'est pas de la majesté, c'est de l'économie d'énergie extrême. J'aime bien imaginer ça comme un surfeur humain. Un surfeur Woon? Comment ça?
Ben, le surfeur ne crée pas la vague, il se contente de se positionner au bon endroit pour que l'océan fasse le travail à sa place. Pour l'aigle, l'océan c'est l'air et les vagues ce sont ces colonnes d'air chaud ascendantes qu'on appelle les thermiques. C'est une très bonne analogie. L'aigle sous-traite le travail au soleil, en quelque sorte. C'est très malin. Le soleil chauffe le sol de manière inégale, le sol chauffe l'air juste au-dessus, cet air chaud monte et l'oiseau monte avec lui, en spirale. Sans le moindre effort. Voilà. Il glisse d'une colonne thermique à une autre. Ses ailes immenses sont conçues pour offrir une portance maximale avec un effort musculaire presque nul. Il est dans un état de conservation d'énergie quasi totale. Jusqu'à ce que la fameuse piste ultraviolette au sol croise la cible. Et là, tout bascule. Le surfeur pacifique replie ses ailes et se transforme en projectile. La gravité prend le relais et on atteint ces fameux 160 km/h en chute libre. Une vraie météorite. C'est ça. Toute l'énergie potentielle accumulée en planant est libérée dans une explosion de puissance cinétique. Et au bout de cette chute, il y a le train d'atterrissage, les serres. Des serres qui sont de véritables armes de précision. Ce ne sont pas juste des griffes pointues, attention. Non, il y a autre chose. Elles possèdent un mécanisme de verrouillage biomécanique. Un verrouillage, comme une pincetto. Exactement. Lorsqu'elles se referment sur une proie, que ce soit un lapin en pleine course ou un gros poisson, les tendons se bloquent comme des cliquets. Donc la proie ne peut physiquement pas s'échapper. C'est ça. Par la seule force brute, c'est impossible pour elle de s'enfuir. La pression exercée par centimètre carré est effarante. C'est là que ça devient vraiment intéressant pour ceux qui nous écoutent. On a ce modèle de base, vision UV pour cartographier le terrain, exploitation des thermiques pour l'économie d'énergie, chute gravitationnelle et serre autobloquante. Le design parfait sur le papier. Mais ce qui est fascinant, c'est que la nature n'en est pas restée là. Elle a pris ce châssis et l'a modifié de manière drastique selon le terrain de jeu de l'oiseau. L'adaptation géographique est en effet vertigineuse chez ces espèces. Ce n'est pas un modèle monolithique, il s'adapte aux contraintes spécifiques de chaque biome. Prenons deux extrêmes flagrants qu'on a trouvés dans les textes. D'un côté, on a l'aigle royal, le fameux Golden Eagle, taillé pour la montagne. Le chasseur des sommets. Il a cette réputation d'assassin furtif, tu sais, exploitant le relief rocailleux pour masquer son approche et frapper par surprise au détour d'une falaise. Ça, c'est logique. Tout à fait logique. Mais de l'autre côté, on a le pigargue à tête blanche, le bald eagle américain. Lui, il arbore une tête d'un blanc éclatant sur un corps sombre. Si le but est d'être un prédateur furtif, avoir un gyrophare blanc sur la tête, c'est complètement illogique, non? C'est le pire camouflage de l'histoire de l'évolution. Ça le serait, oui, s'il chassait dans les broussailles d'une vallée rocailleuse. Mais le pigargue ne joue pas du tout au même jeu que l'aigle royal. Son domaine, c'est l'eau, c'est à... Exactement. Son territoire de prédilection, ce sont les grands lacs, les rivières saumonières. Sa technique ne repose pas sur l'embuscade derrière un rocher, mais sur le repérage de poissons depuis le ciel ouvert. Donc le camouflage montagnard ne sert à rien. À rien du tout. Et d'ailleurs, vu du dessous, par un poisson qui regarderait vers la surface lumineuse, une tête blanche peut paradoxalement se fondre très bien dans l'éclat du soleil. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Vu d'en bas avec le soleil, ça fait sens. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que la spécialisation la plus poussée du pigargue ne se trouve pas dans son plumage, elle se trouve sous ses pieds. Sous ses pieds, hein. Les serres sont différentes de celles de l'aigle royal. Radicalement. Saisir un lapin sec dans l'herbe, c'est une chose. Saisir un poisson vivant, frétillant, recouvert de mucus glissant, en plein vol, rasant au-dessus de l'eau, c'en est une autre. J'imagine que ça glisse énormément. Voilà, du coup les pattes du pigargue sont équipées de minuscules aspérités, de petites épines rugueuses sous les doigts, qu'on appelle des spicules. Des spicules. Oui, et ça agit littéralement comme du papier de verre, pour adhérer aux écailles glissantes des poissons. C'est fou de voir comment l'évolution prend le même châssis et change simplement les pneus selon qu'il faut faire du hors-piste en montagne ou de l'aquaplaning sur une rivière. C'est une belle image. Et on retrouve des variations tout aussi extrêmes chez les aigles d'Afrique ou d'Asie d'ailleurs. Sauf que toute cette ingénierie sur mesure a un coût d'entretien exorbitant. On a souvent cette image d'un règne paisible, mais la vie de cet animal est une lutte d'une brutalité inouïe, surtout face à l'usure du temps. L'usure physique est effectivement le prédateur invisible de tous les chasseurs. Dans la nature sauvage, une blessure mineure ou une dégradation matérielle est souvent une condamnation à court terme. Ce qui nous amène à la phase la plus critique de leur existence, le renouvellement. La fameuse mue? Arrivé à un certain âge, l'aigle se retire au sommet d'une montagne, frappe son bec contre la roche jusqu'à se l'arracher, attend qu'il repousse, Oui. s'arrache ses propres serres une par une, puis arrache toutes ses vieilles plumes dans une sorte d'automutilation sanglante pour renaître de ses cendres comme un phénix. Un vrai film d'horreur. C'est l'image que je me faisais.
un avion de ligne qui démonte ses propres ailes et son moteur en plein vol pour éviter le crash. Mais c'est une totale aberration biologique, on est d'accord. C'est une légende urbaine fascinante